Samedi 5 juillet 2025. Cette date restera marquée au fer rouge dans l'histoire du métal et du rock. Ce jour-là, à Birmingham, Black Sabbath achevait son ultime concert sur les notes de Paranoid, clôturant ainsi un chapitre de la vie hors du commun du groupe et de son chanteur fatigué Ozzy Osbourne, mais clôturant également le tout premier chapitre de l'histoire de notre musique. Aujourd'hui, je vous raconte la vie du groupe, de son chanteur, ainsi que la naissance de ce qui viendra un genre de musique adoré par des millions de personnes, le métal. Ça, c'est ce que j'avais rédigé il y a 15 jours, à la suite du concert d'adieu du groupe. Je suis un branleur, j'ai tardé à tourner la vidéo, et le titre n'était pas volontairement putaclic, mais quelque chose me dit que j'ai dû le sentir. À la base, je voulais faire une vidéo pour faire un hommage au groupe, suite à leur retrait de la scène internationale. Et il s'avère que finalement, ça serait un hommage au chanteur, à l'artiste qu'il était, qui nous a quittés hier, au moment où je tourne cette vidéo. Je vais vous passer toutes les présentations habituelles, je suis le vaudou, les commentaires, tout ça. On s'en fout, aujourd'hui on n'est pas là pour ça. Rendons hommage. Aujourd'hui je vous raconte l'histoire de la naissance du heavy metal, l'histoire de Black Sabbath, l'histoire d'Ozzy Osbourne. L'histoire commence à Birmingham, en Angleterre. Une ville ouvrière, noire de suie, broyée par les usines. C'est là que grandissent Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Geezer Butler et Bill Ward. La vie est rude, les perspectives sont limitées, mais ces gars-là ont autre chose en tête. Ils veulent faire de la musique. Ils font leurs premières armes dans divers petits groupes. Le guitariste Tommy Iommi et le batteur Bill Ward jouent ensemble dans une formation de blues rock, baptisée Mythology. Tandis que de son côté, le bassiste Terence Butler recrute le chanteur John Michael Ozzy Osbourne pour son propre groupe de blues rock, Rare Breed. Mythology se sépare en juillet 1968, mais Iommi et Ward ne tardent pas à monter un nouveau groupe. Ils font appel à Butler et Ozzy est engagé avec lui. La formation, baptisée The Polka Tulk Blues Company, finit rebaptisée Earth. Earth prend une direction musicale plus sombre quand Geezer commence la lecture d'œuvres traitant de magie noire. Hobby qui lui vient d'une vision qu'il eut, un jour, d'une silhouette noire, encapuchonnée, au pied de son lit. S'inspirant de cette histoire, le groupe écrit une chanson intitulée Black Sabbath, dont le titre est tiré du film franco-italien Les Trois Visages de la Peur, Black Sabbath étant son titre aux États-Unis. Constatant le nombre de personnes attendant au dehors de cinéma, Ozzy Osbourne déclare « Il est étrange de voir tellement de gens dépenser autant d'argent pour voir des films d'horreur. » Ceci nous donna l'idée de jouer de la musique plus sombre, plus effrayante. Le groupe commence alors à écrire des chansons sombres et sinistres afin d'apporter une réponse musicale aux films d'horreur, ainsi qu'une sorte de rébellion contre la musique, dite heureuse, répandue dans les années 60. Début 1969, le groupe remarque qu'il est confondu avec une autre formation appelée Earth. Ils adoptent alors le titre de leur chanson comme nom de groupe. En 1970, ils enregistrent leur premier album en une seule journée. Leur morceau d'ouverture, Black Sabbath, commence par un riff triton, l'intervalle du diable dans la musique classique. Le ton est donné. Le groupe veut créer une atmosphère d'horreur, d'angoisse, de tension. À l'époque, tout le monde joue du rock psychédélique. Eux, ils veulent faire l'équivalent musical d'un film d'horreur. Et ça marche. Le public ne comprend pas tout de suite. Mais les jeunes, eux, accrochent direct. En quelques mois, Black Sabbath devient un phénomène underground, puis mondial. S'appuyant sur la nouveauté de leur son lourd et les pitreries d'Ozzy Osbourne, le groupe rencontre le succès dès son premier album, Black Sabbath, sorti le vendredi 13 février 1970 au Royaume-Uni. L'album Paranoid suit la même année, augmentant encore leur popularité en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. La chanson War Pigs est écrite en protestation contre la guerre du Vietnam et devait, à l'origine, donner son nom au disque. Le groupe enregistre la chanson Paranoid en dernière minute, simplement pour ajouter du temps à l'album. Pour cause de refus de War Pigs par la maison de disques, la chanson Paranoid devient finalement le titre de l'album et leur premier titre a bénéficié d'un temps de passage important sur les radios. Ce refus explique par ailleurs le décalage entre le titre Paranoid et la pochette de l'album, qui montre un guerrier surgissant de nulle part avec un sabre. Une autre innovation est la conséquence indirecte d'un accident. À l'époque où il travaillait dans une aciérie, Iommi a perdu les bouts de 2 doigts de sa main droite. Il se fabrique alors des prothèses à partir de plastique fondu d'une bouteille de détergent. Ses doigts blessés étant plus sensibles, Iommi réduit la tension des cordes, passant d'un accord en mi standard à un do dièse, ce qui permit d'atténuer la douleur à l'extrémité de ses doigts. Geezer Butler abaisse alors la tonalité de sa basse pour la faire correspondre à celle de Iommi. Ceci donne à la musique une sonorité plus lourde, collant ainsi mieux aux paroles du groupe.
En 1973, Black Sabbath est le groupe de heavy metal le plus connu au monde et ses concerts sont une attraction majeure. Durant toute cette période, le groupe est fortement accro aux drogues et on apprend qu'Osbourne et Ward auraient pris du LSD quotidiennement pendant 2 ans. Sur la fin de sa participation au groupe, en 1978, Ozzy Osbourne est tellement ravagé par les drogues qu'il se plaint d'être très malheureux et ivre et défoncé tous les jours. Plusieurs chansons du groupe parlent de drogue, explicitement comme implicitement. Sabotage sort en 1975, avec un succès qui ne se dément pas. Malgré les problèmes de drogue, leur expérimentation musicale continue. Les chants grégoriens et la chorale de moines sur Super Tsar comme point culminant. Le changement d'orientation de la scène rock de l'époque, ainsi que plusieurs problèmes internes au groupe, affectent sérieusement sa stabilité et sa production. Technical Ecstasy, 1976, s'avère être un échec commercial. L'album est caractérisé par des orchestres symphoniques, des synthétiseurs, et une partie des paroles est signée par le batteur Bill Ward à la suite d'une brève absence d'Ozzy Osbourne des sessions d'enregistrement. Néanmoins, il revient pour terminer l'album et prend part à une tournée au Royaume-Uni qui est catastrophique et qui confirme son départ définitif. Osbourne est remplacé par l'ancien chanteur de Elf, Ronnie James Dio. L'album suivant de Black Sabbath, le premier avec Dio, Heaven and Hell, permet au groupe de renouer avec le succès. C'est au cours de la tournée qui s'ensuit que Dio popularise la mano cornuta, geste de la main consistant à replier le majeur, l'annulaire et le pouce, ne laissant que l'index et l'auriculaire dressés, en forme de tête de diable avec ses cornes dressées, qui par la suite devient un symbole du heavy metal en général. Toujours au cours de cette tournée, Bill Ward, le batteur, quitte le groupe pour des raisons personnelles, remplacé par Vinnie Appice. La sortie en 1980 de la compilation Live at Last, enregistrée du temps d'Ozzy Osbourne, incite le groupe à enregistrer rapidement un album live, issu de la tournée promotionnelle de Mob Rules, intitulé Live Evil. Mais pendant le mixage, les tensions entre Yomi et Butler d'une part, et Dio et Appice d'autre part, deviennent vite insurmontables, après qu'un ingénieur de studio a accusé Dio et Appice de s'être introduits de nuit dans le studio pour augmenter le volume de la voix et de la batterie. Ils sont tous deux renvoyés séance tenante en 1982. Live Evil est commercialisé 2 mois plus tard et, petit fun fact, en 1983, Ronnie James Dio lance son groupe Dio, avec Vinnie Appice à la batterie. De son côté, lorsqu'il quitte le groupe, Ozzy sombre encore plus dans la drogue, cela faisant directement livrer à son appartement. Lorsque Sharon Arden, la fille du président du label de Black Sabbath, vient lui réclamer le paiement de dettes, elle décide de l'aider à se sortir de cette situation. Elle lui propose d'amener 2 colombes en signe de liberté. Sous l'emprise de l'alcool, Ozzy se rend chez Sony Music et libère les 2 oiseaux. L'un d'eux reste sur sa jambe. C'est alors qu'il le prend et lui arrache la tête avec les dents. Sony accepte d'intégrer Osbourne et cette anecdote construit la légende. Il fera de même plus tard avec une chauve-souris lancée sur scène par un fan de 17 ans. Osbourne déclare avoir pris l'animal pour un jouet en plastique. Cet événement est d'ailleurs parodié dans un épisode de South Park dans lequel Osbourne, au cours d'un festival organisé dans la petite ville, arrache la tête de Kenny. Sur recommandation de sa maison de disques, Ozzy recrute des musiciens de studio chevronnés pour enregistrer ses propres albums. Sharon, la fille de son gérant Don Arden, devient sa manager et sa petite amie. Ils se marient à Hawaï aux tropiques, le 4 juillet 1982. Le soir du mariage, qui coïncide avec les célébrations de la fête nationale américaine, Osbourne fait jouer un groupe traditionnel hawaïen. Déçu par leurs prestations, il décide finalement de jouer avec son propre groupe en seconde partie de soirée. À l'issue des festivités, Sharon Arden rachète à son père le contrat de gestion le liant à Osbourne. Depuis le début de sa carrière solo, plusieurs associations de parents américains réclament l'interdiction des tournées d'Osbourne, déclarant entre autres que ce dernier a une mauvaise influence sur les adolescents. Par l'imagerie démoniaque des décors et costumes de scène et de l'héritage sulfureux de Black Sabbath, des messages subliminaux seraient également entendus dans ses chansons. Dans ce cas précis, le message dirait « Attrape ce flingue, tire, tire, tire ». Osbourne dément et affirme ne faire de la musique que pour le plaisir.
Les membres originaux de Black Sabbath se réunissent temporairement pour jouer 3 morceaux: Children of the Grave, Iron Man et Paranoid, à l'occasion du Live Aid en 1985. Après ça, Iommi décide d'enregistrer un album solo, avec l'aide d'un ancien du Sabbath, Geoff Nichols. Cependant, à la suite des pressions de la production et de la maison de disques, cet album, Seven Star, deviendra un album officiel du groupe sous le nom de Black Sabbath featuring Tony Iommi. Le moral du groupe est au plus haut lorsqu'il commence l'enregistrement de Eternal Idol, mais Black Sabbath connaît une nouvelle série de mésaventures. Conséquence d'une mauvaise gestion financière, principalement une planification désastreuse des enregistrements dans des studios au coût prohibitif. Un certain degré de stabilité est revenu chez Black Sabbath au cours de l'année 88, et le groupe sort l'album Headless Cross en 1989. À ce jour, celui qui explore le plus ouvertement la mythologie sataniste et les thèmes occultes, et qui est encensé par la critique. Une vidéo est réalisée pour le morceau titre de l'album et a droit à une exposition non des moindres sur MTV. En 1990 sort Tear. Le groupe enchaîne les tournées tout au long des années 90-91 pour en faire la promotion. Le 28 août 90, Ronnie James Dio convie Geezer Butler à un de ses concerts à Minneapolis en tant qu'invité surprise pour jouer Neon Nights. Après le concert, le duo se remémore les bons moments passés ensemble avec Black Sabbath et de cette entrevue naissent les prémices d'une future reformation. Peu après, le batteur en poste, Cozy Powell, quitte le groupe pour être remplacé par Vinnie Appice, de nouveau. Cela marque la réunion du line-up de 81-82 à l'origine des albums Mob Rules et Live Evil. Ensemble, ils enregistrent Dehumanizer. Le morceau Time Machine issu de cet album fait partie de la bande originale du film Wayne World. Jouant devant un public plus nombreux que tous ceux qu'il a connus en presque une décennie, le Sab, rajeuni, prend plaisir à renouer avec le succès avec cet album et la tournée qui suit. C'est à cette période qu'Ozzy Osbourne annonce sa retraite de la scène et propose à Black Sabbath d'assurer sa première partie lors de ses 2 derniers concerts. Il démarre le No More Tours, mais il doit ralentir le rythme à la suite de multiples fractures à un pied. Il donne un concert pour la première fois à San Antonio au Texas depuis qu'il y avait été interdit de séjour en février 82 pour avoir uriné sur un monument historique, vêtu d'une robe de sa femme. Sa femme avait confisqué tous ses vêtements à l'hôtel afin qu'il ne sorte pas boire. Dio refuse d'y participer, convaincu que Black Sabbath ne peut se réduire à une première partie, sans compter qu'Ozzy l'a insulté publiquement à l'occasion de plusieurs interviews récentes. Dio n'apprécie pas non plus que les places des concerts aient été vendues en son nom, sans son accord. Pourtant, Iommi, Butler et Appice acceptent d'y participer. Dio les quitte pour retrouver son groupe et Rob Halford, chanteur de Judas Priest, est appelé pour un remplacement de dernière minute. Le line-up original de Black Sabbath, y compris Bill Ward, s'est réuni pour clore la seconde soirée de l'événement, le 15 novembre 1992, jouant 4 morceaux. Des contrats sont préparés pour un nouvel album et une tournée du line-up original de Black Sabbath. Mais Osbourne décline l'offre à la dernière minute. Finalement, Ozzy décide de ne pas se retirer, enchaînant son No More Tours, fini les tournées, par une tournée judicieusement renommée Retirement Sucks, la retraite ça craint. Bon, petit aparté, je vous ai passé le nombre hallucinant de musiciens qui sont passés dans le groupe durant toutes ces années. Entre musiciens de studio, changement de line-up, invités exceptionnels, c'est près de 34 zikos qui sont passés dans le groupe pendant son existence. Et que je sais que beaucoup d'entre vous êtes là pour découvrir, et donc du coup je veux pas vous marteler de noms. Même pour moi qui ai préparé la vidéo, en étant dans le milieu, j'ai trouvé ça indigeste et s'y retrouver, ça devient difficile. À un moment, je savais même plus qui était parti, qui était encore là. Je suis sûr que même eux, des fois, ils arrivaient en studio, ils regardaient le mec, ils disaient « T'es encore là, toi ?» En 1996, soit 10 ans après la sortie de The Ultimate Sin, Ozzy et Sharon Osbourne décident de créer le festival de musique Ozzfest pour se venger du Lollapalooza, un festival de musique principalement indépendante qui refuse d'introduire Osbourne dans la programmation, le comparant à un dinosaure à côté d'un chien. Tout se passe bien pour la première édition du festival et il décide de poursuivre l'aventure. Durant la tournée 97, pour la première partie de chacune de ses performances sur scène, il est rejoint par Geezer Butler et Tony Iommi pour une compilation de quelques classiques du groupe. Cependant, en décembre 1997, le batteur originel Bill Ward rejoint Osbourne, Iommi et Butler pour reformer officiellement le Black Sabbath des débuts, de manière permanente pour la première fois depuis 1979. La reformation du groupe débouche sur la sortie de l'album aux Réunions, un double album live de leur concert de fin 97. L'album inclut également les nouveaux morceaux Selling My Soul et Psycho Man. Il s'agit des premiers morceaux originaux enregistrés en studio par Black Sabbath depuis 1995.
et de leur premier avec cette formation depuis le départ d'Osbourne en 79. En 2001, MTV démarre une série de télé-réalité basée sur sa vie quotidienne et celle de ses proches, The Osbournes. Une équipe de tournage suit Ozzy et sa famille dans leur vie de tous les jours, bien qu'il apparaisse à la fin de la seconde saison, que le scénario est préparé à l'avance. The Osbournes confère la célébrité à son épouse Sharon ainsi qu'à leurs enfants, Jack et Kelly. La série devient le plus gros succès de l'histoire de MTV et pousse plusieurs autres artistes à tenter la même expérience avec plus ou moins de succès. En mai 2005, Ozzy éprouve des tremblements. Ceux-ci ne sont pas liés à ses abus continus de drogue. Il s'agit d'un syndrome parkinsonien non évolutif, aux symptômes très semblables à ceux de la maladie de Parkinson. En novembre 2005, Black Sabbath est intégré au Hall of Fame de la musique britannique et le groupe joue lors de la cérémonie de remise des prix. Le même mois, on annonce également leur entrée dans le Rock and Roll Hall of Fame américain. Cette fois-ci, Sabbath ne joue rien, c'est Metallica qui interprète en leur hommage deux de leurs morceaux, Hole in the Sky et Iron Man. Le 5 février 2025, quelques mois après l'annonce des concerts d'adieu d'Ozzy Osbourne, Black Sabbath annonce une reformation éphémère avec ses membres d'origine pour un dernier concert à Birmingham, prévu le 5 juillet de la même année. Suivi d'une performance solo d'Ozzy Osbourne et d'invités spéciaux tels que Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Gojira et de nombreux autres musiciens. Ce concert est intitulé Back to the Beginning et sous-titré The Final Show. Black Sabbath est l'un des groupes les plus influents. Il est à l'origine d'albums devenus référence en la matière, tels que Paranoid, dont le magazine Rolling Stone dit qu'il changea la musique pour toujours. Ce mensuel américain d'importance va même jusqu'à surnommer Black Sabbath les Beatles du heavy metal. Time Magazine, quant à eux, définit l'album Paranoid comme la naissance du heavy metal, le plaçant dans leur classement des 100 plus grands albums de tous les temps. Le groupe a influencé des milliers d'autres, de Metallica à Slayer, de Soundgarden à Ghost. Chaque riff lourd, chaque voix ténébreuse, chaque batterie martelée porte la trace de leur influence. Et même si le groupe a connu des séparations, des reformations, des conflits, en 2013 ils sortent un dernier album, 13, un adieu en beauté. Et en 2025, à Birmingham, ils jouent leur dernier concert. Le cercle est bouclé, le mythe est complet. Pourquoi Black Sabbath est-il si important ? Parce qu'ils ont osé, parce qu'ils ont transformé leur douleur, leur environnement dur et gris, en art noir, en musique viscérale. Parce qu'ils ont inventé un genre sans le vouloir, et parce qu'ils ont ouvert une porte que d'autres ont franchie derrière eux, guitare à la main. Black Sabbath, c'est pas juste un groupe, c'est un point clé dans l'histoire de la musique. C'est une source, un pilier, et tant qu'il y aura des riffs lourds, des jeunes habillés en noir, et des cris contre l'ordre établi, Sabbath vivra, encore et toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.